la fabrique de l'opinion publique. Un vaste sujet. Oui, et notre point de départ, c'est un documentaire diffusé par une chaîne du service public français. Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. On est tout de suite dans une ambiance de film d'espionnage. Et le timing n'est pas anodin non plus. Ah non, clairement pas. Le documentaire sort en plein milieu de tensions diplomatiques, déjà très fortes entre Paris et Alger. On a le Sahara occidental, les visas, les déclarations par médias interposées. Bref, l'ambiance est pour le moins glaciale. Donc, On n'analyse pas une enquête journalistique, on analyse un récit. Une enquête, par définition, ça expose des faits, ça admet ses limites, ça présente des zones d'ombre. ça donne la parole à tout le monde en principe. Voilà. Un récit, lui, a un autre objectif. Il organise les faits pour servir une histoire, avec un début, un climax, une conclusion, et souvent des héros et des coupables. Et quand cette histoire est portée par une chaîne publique, L'impact est décuplé, parce que sa voix est perçue, consciemment ou non, comme un peu la voix de l'État. Et là, le choix des mots n'est jamais innocent. guerre secrète, barbouzerie, C'est ça. Ce vocabulaire, ce n'est pas un vocabulaire d'analyse. C'est un vocabulaire qui vise à mobiliser. On ne cherche pas à comprendre une crise, on cherche à désigner un adversaire. et pour qu'un récit comme ça fonctionne, il faut une figure centrale, un protagoniste. Toujours. Et le documentaire le trouve. C'est Amir DZ, un influenceur algérien qui est réfugié en France. Il devient immédiatement le visage de l'histoire. Et il est tout de suite campé en victime, la cible d'un État algérien qui est dépeint comme une pieuvre. Tout à fait. Et toute la dramaturgie, toute la tension va reposer sur un seul événement qui devient la clé de voûte de tout le reportage. Son enlèvement présumé. Exactement. En avril 2024, en région parisienne. C'est présenté comme l'acte d'accusation ultime, la preuve que, oui, un État étranger agit sur le sol français. Et c'est précisément là que, si on gratte un peu le vernis du thriller, le récit commence à se fissurer sérieusement. C'est-à-dire, Prenons juste les faits. On nous parle d'une séquestration de 27 heures. C'est une épreuve terrible, on est bien d'accord. Mais si on l'analyse avec un regard froid, celui d'un pro du renseignement, oui, l'opération est une accumulation d'incohérences. Premièrement, aucune demande de rançon. Deuxièmement, pas de revendication politique. pas de message. Aucun. Troisièmement, pas de menace claire qui aurait été formulée. Et enfin, pas de violence physique majeure. Attendez, si je vous suis bien, l'opération, au fond, n'a rien produit de tangible. Exactement. Ni information, ni argent, ni message politique. Rien. Ce qui est étrange pour une opération d'État qui est censée être efficace. Une opération étatique, c'est une ressource qui coûte cher et qui est extrêmement risquée, surtout à l'étranger. Elles doivent avoir un objectif. Les services secrets, quoi qu'on en pense, ils détestent l'amateurisme. Et là, ça ressemble à de l'amateurisme. Ça ressemble à une opération qui n'atteint aucun de ses buts possibles. Intimider. On laisse un message. Faire pression. On formule des exigences. Le neutraliser. On va au bout. Là, rien de tout ça. C'est un échec sur toute la ligne. Et pourtant, le documentaire en fait la preuve irréfutable d'une stratégie d'État. C'est tout le paradoxe. On prend un événement confus, plein de zones d'ombre, et on le transforme en accusation géopolitique gravissime. On glisse du judiciaire au politique sans aucune transition. Donc si la base factuelle est si fragile, ça veut dire que toute la force du récit doit venir d'ailleurs. De la manière de le raconter, de la mise en scène. C'est monté comme un film à suspense d'ailleurs. Mais c'est exactement ça. La forme l'emporte sur le fond pour créer ce que j'appellerais une vérité émotionnelle. Elle se substitue à la vérité des faits. Les outils sont ceux du cinéma, pas du journalisme. Vous pensez à quoi par exemple ? Pensez à l'image. Le visage d'Amir DZ en gros plan, sans regard inquiet. En fond, c'est pas une voix neutre, c'est une nappe de synthé, une musique lourde qui installe le malaise. Les silences aussi très longs. Chaque silence est calculé. C'est fait pour que les gens retiennent leur souffle. On ne les informe pas, on les conditionne. Et puis, il y a le langage utilisé. Ah oui, ces petites phrases. C'est tout l'art de l'insinuation. On entend en boucle des formules comme « selon nos informations Sans jamais dire d'où elles viennent. ». Jamais. Ou « une source proche du dossier nous confie que ». Ou le fameux « tout porte à croire que ». Ces phrases, ce sont des boucliers. Ça donne une illusion d'autorité, mais ça permet surtout de ne jamais rien affirmer directement. Donc de ne jamais avoir à le prouver. Précisément, c'est de la suggestion, pas de la démonstration. Le spectateur n'est pas invité à réfléchir, il est embarqué vers une conclusion qui était déjà écrite.
L'Algérie est l'agresseur, la France est la victime. La question « et si c'était plus compliqué ?» n'est jamais posée. Et pour qu'une suggestion comme ça s'ancre bien, j'imagine qu'il faut s'assurer que personne ne vienne la contredire. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence quasi totale de contre-champ. Oui, c'est le point névralgique. On entend un seul son de cloche. Ou un ancien diplomate qui aurait rappelé que ce genre de tension, ça produit toujours de la désinformation des deux côtés. Ou juste un avocat qui aurait rappelé la présomption d'innocence. Par exemple. Mais en l'absence de ces voix-là, le récit devient un monologue. On isole l'affaire de tout contexte pour lui donner un caractère monstrueux, on la transforme en symbole. Et c'est là que ça devient, comme vous disiez, un acte politique. Un acte politique indirect. La preuve, c'est la réaction quasi immédiate d'Alger qui a crié à la manipulation. Le message a été reçu comme une offensive, pas comme une enquête. Et ce mécanisme, finalement, il est assez classique dans le traitement de ces sujets sensibles. On observe souvent un processus en 3 temps pour installer une vérité. Ah oui. Étape 1, la déclaration politique. Il y a une tension, un ministre parle. C'est l'étincelle. Étape 2, la validation médiatique. Un grand média s'empare du sujet et au lieu de le questionner, il le met en récit, il lui donne un visage. Comme ici avec l'affaire Amir DZ. C'est ça. Et l'étape 3, c'est la transformation du doute en évidence. À force de le répéter sur les plateaux télé, l'hypothèse de départ devient une vérité admise par tous. La nuance disparaît. Donc, en résumé, on part de tensions réelles, on y greffe une affaire judiciaire locale et confuse, et on tire des fils pour relier les deux et créer une histoire. C'est tout le pouvoir du mécanisme. Le cadre du débat est déplacé. La question posée au public n'est plus « est-ce que c'est vrai ou non ?» mais « jusqu'où cette agression va-t-elle aller ?» Le doute n'est plus permis. On est dans l'émotion. Mais alors, les conséquences à plus long terme de ce genre de traitement médiatique, au-delà de ce cas précis, qu'est-ce que ça produit sur la société française? C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'il normalise selon vous? D'abord, il normalise l'idée qu'on peut désigner un État comme hostile et le juger sur la place publique médiatique sur la base d'une enquête inachevée et de beaucoup de conditionnels. C'est une pente glissante. Très. Et deuxièmement, il normalise le raccourci qui consiste à faire d'un cas individuel, aussi trouble soit-il, la preuve d'une stratégie systémique. Et derrière ça, il y a une vision du monde. Une vision binaire, j'ai l'impression. Complètement. C'est le point le plus important. Ça normalise une lecture du monde où, d'un côté, il y aurait les démocraties vertueuses et victimes, et de l'autre, les régimes autoritaires, manipulateurs et agresseurs. On prend un fait, on le dramatise à outrance et on le présente comme la preuve d'une menace globale. La géopolitique, c'est un monde de zones grises. En présentant le monde en noir et blanc, on s'interdit de le comprendre. On ne fait plus de l'information, on fabrique du consensus. Vous avez tout résumé. On fabrique une émotion collective qui va ensuite peser sur les décisions politiques. C'est un cercle vicieux. Voilà pourquoi, au fond, le véritable sujet, c'est pas Amir DZ, ni même l'Algérie. Le véritable sujet, c'est la facilité avec laquelle en France, on peut utiliser un média puissant pour figer une vision du monde. Donc si on synthétise notre discussion, ce documentaire ne nous apprend finalement pas grand-chose de certain sur une prétendue guerre secrète. Non. En revanche, c'est un cas d'école fascinant sur autre chose. Il montre que le récit médiatique est devenu un instrument de pouvoir redoutable et que la frontière entre l'information, la mise en scène et, disons-le, une forme de propagande émotionnelle est devenue dangereusement floue. C'est la conclusion la plus juste. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour nous tous. Analyser ce mécanisme, c'est défendre notre capacité à douter. C'est refuser que le doute, qui est le moteur de l'intelligence, soit balayé par le spectacle, qui est le moteur de l'émotion. Parce qu'en géopolitique, quand la fiction qu'on nous raconte commence à dicter la réalité des décisions, c'est rarement une bonne nouvelle.